Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'intéresse à Kanamachi, un quartier situé tout au nord-est de Tokyo, dans l'arrondissement de Katsushika. Bonjour. Oui, Kanamachi, c'est un choix intéressant. Moins connu peut-être que Shibamata juste à côté, mais plein de surprises. Exactement. On a pas mal de sources différentes, des articles assez récents sur les nouveaux immeubles, le réaménagement de la gare. Oui, le projet Mark East Katsushika, Kanamachi, les nouvelles tours. C'est ça. Mais on a aussi des guides locaux, des trucs sur les cafés, les pâtisseries, et puis des sources plus historiques, l'histoire officielle de l'arrondissement, des blogs. Et même des récits de l'époque Edo. Ça promet un beau mélange. Voilà. L'idée, c'est de plonger là-dedans, d'extraire les histoires les plus captivantes et de dénicher quelques pépites, des trésors cachés, comme on dit. Allez, on y va. Parfait. Pour bien comprendre Kanamachi, je crois qu'il faut commencer par l'époque Edo. Ce n'était pas juste un village tranquille au bord de l'eau. Ah non, hein? C'était stratégique, c'est ça? Tout à fait. Nos sources insistent là-dessus. Tokugawa Ieyasu, le premier shogun Tokugawa, y établit un poste de contrôle très important vers 1600, le Kanamachi Matsudo Sekisho. Un sekisho, c'est une sorte de barrière, de péage? Plus qu'un péage, c'était vraiment une barrière de contrôle militaire et politique. Il gardait la route Mito-Kaido, une route majeure, et le passage de la rivière Edo. Et sa fonction, d'après ce qu'on lit, c'était de surveiller qui entrait et sortait d'Edo, surtout avec cette politique du Iri Depot Deona. Ça veut dire quoi exactement? Littéralement, armes à feu entrant, femmes sortant. En gros, contrôler l'arrivée d'armes à Edo pour éviter les rébellions. D'accord. Et surveiller la sortie des épouses des seigneurs, les daimyo, qui étaient un peu des otages à Edo pour garantir la loyauté de leur mari. C'était un verrou de sécurité clé pour le shogunat. Donc ambiance contrôle strict, surveillance permanente. Oui, avec des gardes-postés là, constamment. C'était une manifestation très concrète du pouvoir centralisé. Mais alors, juste à côté de ce contrôle, on trouve le Yagiri no Watashi. Ça, c'est plus bucolique, non? Ah oui, le Yagiri no Watashi, c'est fascinant. C'est une traversée en barque sur l'Edogawa. Et le truc incroyable, c'est que c'est la dernière du genre, historiquement, pour les fermiers qui fonctionnent encore entre Tokyo et Shiba. Une survivante, en quelque sorte. Et elle était autorisée malgré le Sekisho juste à côté. C'est ça qui est intéressant. Le shogunat, malgré sa rigidité, a fait une exception. Les sources expliquent que c'était pour les paysans qui avaient des champs des deux côtés de la rivière. C'était indispensable pour eux. Donc, on voit une forme de pragmatisme. Contrôle politique d'un côté, mais nécessité économique locale de l'autre. Exactement. Ça montre bien cette dualité. Le Yagiri no Watashi, c'est un peu une fenêtre sur la vie quotidienne des gens ordinaires, à l'ombre du pouvoir. Et aujourd'hui, cette traversée, elle est devenue super connue, non? Grâce au cinéma, à la musique. Tout à fait. Elle apparaît souvent dans le film culte Otoko wa Tsurayo, et puis il y a la chanson populaire du même nom. Faire cette petite traversée en barque, c'est décrit partout comme un vrai voyage dans le temps. Un petit trésor, donc, pour le visiteur curieux. Assurément. Un vestige vivant qui raconte beaucoup. Tuer Kasai Drinja. Très ancien, apparemment. Très ancien, oui. Fondation en 1185, donc bien avant l'époque Edo, il était considéré comme le sanctuaire protecteur de toute la région, le Kasai Sanju Sango. Et lui aussi, il a un lien fort avec Tokugawa et Yasu. Oui, une anecdote clé revient dans plusieurs sources. Ieyasu visite le sanctuaire au début de l'ère Edo. Et là, il se passe quelque chose. On lui montre un spectacle de marionnettes, accompagné par une musique locale, jouée avec des flûtes, des tambours, le Matsuri Bayashi. Et Ieyasu est totalement séduit par cette musique. C'est dû au point de faire quoi? Au point de récompenser le sanctuaire. Il donne 10 koku de riz, une quantité énorme pour l'époque, et il appose son sceau personnel, le shuin. C'est une reconnaissance énorme. Et ça a tout changé pour cette musique? Complètement. Ce Matsuri Bayashi, qui, selon la légende locale, avait été créé par un prêtre du coin pour calmer les dieux, se retrouve propulsé par ce soutien shogunal. Il devient la référence pour les musiques de festival dans tout le Kanto. Ah oui, C'est l'origine d'autres musiques connues. c'est ce que les historiens disent. Il est considéré comme la source du Kanda Bayashi, du Fukagawa Bayashi, des musiques très célèbres à Tokyo. D'ailleurs, après avoir failli disparaître, il a été sauvé et classé bien culturel immatériel de Tokyo en 1953. C'est fou, comme le coup de cœur d'un shogun peut influencer la culture populaire régionale. C'est un très bon exemple de mécénat politique et peut-être aussi d'utilisation du soft power par Ieyasu pour asseoir son autorité. Du coup, aujourd'hui, au Kasai Jinja, on peut chercher ces traces liées à Ieyasu. Il y est même vénéré, je crois. Oui, pour la réussite professionnelle, entre autres. Et
Avec de la chance, on peut parfois entendre le Matsuri Bayashi lors des fêtes. Il y a aussi des petites choses sympas comme le Nade Ebi, un serpent en pierre à caresser pour avoir de la chance. Et on peut avoir un Goshoin spécial Ieyasu, ce sceau calligraphié qu'on collectionne. Exactement. Ça montre bien comment l'histoire, la foi et la culture locale continuent de vivre ensemble. Passons à une histoire peut-être un peu plus étrange. Le Shibarare Jizo. Le Jizo enchaîné du temple Nanzoin. Ah oui, le fameux Jizo couvert de cordes. L'image est marquante. Et la légende qui va avec est assez incroyable. Elle implique Ouuka Echizen, le juge célèbre de l'époque Edo. Oui, une figure quasi légendaire de la justice. Qu'est-ce qu'il vient faire avec ce Jizo? L'histoire la plus racontée, c'est qu'après un vol de tissu près de la statue, Oka aurait ordonné d'arrêter le Jizo, de le ligoter en l'accusant de complicité pour n'avoir rien fait. Arrêter une statue? C'est assez original comme méthode d'enquête. Carrément. L'idée, c'était que ça allait attirer la foule. Tout le monde voudrait voir ce spectacle improbable, et en observant les badauds, Oka aurait repéré le vrai voleur, trahi par son attitude. Malin, même si c'est une légende. Oui, les historiens disent que c'est une légende. Mais elle montre bien l'admiration pour Oka. Et surtout, ça a créé une pratique bien réelle aujourd'hui. C'est ça. Au Nanzoin de Katsushika, attention, pas celui de Fukuoka avec le Bouddha géant, la statue est réellement couverte de cordes. Et pourquoi? C'est quoi le rituel? Les gens viennent faire un vœu. Traditionnellement, c'était pour se protéger du vol, en lien avec la légende. Mais aujourd'hui, c'est pour tout. Trouver l'amour, réussir un examen, avoir de la chance. Et ils attachent une corde autour du Jizo en faisant leur vœu. Voilà. Et quand le vœu est exaucé, la personne doit revenir délier une corde. Pas forcément la sienne d'ailleurs. C'est un acte de libération symbolique pour soi et pour les autres. C'est une participation très active, très concrète. Oui, la foi devient tangible. Et il y a même une cérémonie spéciale, le 31 décembre, le Nawaodo Kuyo, où toutes les cordes de l'année sont enlevées. La statue est libérée avant que le cycle recommence. On imagine le poids de tous ces espoirs et angoisses accumulées. Ça montre comment une figure bouddhiste comme Jizo, un sauveur, devient un protecteur pour des soucis très quotidiens, très personnels, à travers cette légende et ce rituel très local. Et bien sûr, qui dit lieu de dévotion dit gourmandise locale. Pas loin du temple, il y a une pâtisserie Ebisu Seika Unten. Ah, le lien classique. Temple, pâtisserie. Oui. Et leur spécialité, le mangan dorayaki, les gens du coin l'appelaient le dorayaki du Shibarare Jizo. Sympa comme surnom. Il est bon ce dorayaki? Apparemment oui, très réputé pour la qualité des ingrédients, surtout les haricots rouges Azuki Kaori de Hokkaido. La description donne faim. Pâte moelleuse, garniture pas trop sucrée et une grosse châtaigne confite au centre. Un classique bien fait. Ils ont aussi une version plus moderne au Haskap, une baie du Nord, mais elle part très vite. Clairement une petite pépite pour les gourmands qui visitent le coin. Un produit local bien ancré dans son histoire, c'est toujours intéressant. Si on avance un peu dans le temps, après l'époque Edo, une autre atmosphère semble très présente à Kanamachi, c'est celle de l'ère Showa. Les années, disons, 50 à 80. Oui, pour ceux qui aiment le côté un peu rétro, Kanamachi a gardé des coins assez authentiques de cette période. Ça contraste fort avec les nouveaux bâtiments. On parle notamment de la Kanamachi Sakaedori, une rue commerçante près de la gare Keisei. Étroite, avec plein de petits restos et bars. Des izakaya, des motsuyaki, brochettes d'aba. Oui, l'ambiance y est décrite comme « c'est chaud ». Et ce qui est frappant, c'est de voir ces petites écopes avec les grandes tours modernes juste derrière. Ce décalage visuel, c'est un peu Kanamachi, non? C'est tout à fait ça, cette coexistence un peu brute des époques. Et pour les amateurs de Kisatan, ces vieux cafés japonais, il y a des adresses. Oui, le café-restaurant Bonjour revient souvent. Ouvert en 79. Décor apparemment très éclectique. Route 66, Ferrari, ukulélé. Un sacré mélange. Et niveau carte? Très varié aussi. Des burgers maison, du curry, des spaghettis napolita. Le classique du Kisaten polyvalent. Mais le détail qui marque, c'est qu'ils font encore le café au siphon. Ah oui, le siphon, la méthode un peu théâtrale, devenue rare. Exactement. C'est un peu l'emblème de ces cafés d'antan. Ça demande du temps, un savoir-faire. D'autres noms comme Charade ou Junkissa Alaska sont aussi mentionnés pour cette ambiance un peu feutrée hors du temps. Et on pourrait rajouter Ebisu Saika, la pâtisserie dont on parlait, qui a ce côté shinise, vieille boutique. Ou même Toraya Bakery, une boulangerie de quartier très simple où, anecdote amusante, il est interdit de prendre des photos à l'intérieur. Ça ajoute au charme désuet.
Ces lieux, ce ne sont pas juste des musées, ils représentent un mode de vie, un commerce de proximité qui disparaît ailleurs. Leur survie dit beaucoup sur l'attachement des habitants à cette histoire plus récente. Passons à des icônes plus modernes, mais qui sont devenues des symboles du quartier, souvent grâce à la culture populaire. Je pense à la tour de l'usine d'eau, la Kanamachi Josuijo Suisuito. Ah, le fameux chapeau pointu. On ne peut pas le rater quand on est à Kanamachi. C'est ça. Construite en 1941, son toit conique, Tongariboshi, est super reconnaissable. Mais ce qui est fou, c'est son statut culturel. Elle apparaît partout, c'est ça? Oui, dans Otoko Watsurayo et surtout dans le manga Kochikame. Les sources disent qu'elle est devenue un symbole visuel de Kanamachi, de l'ambiance Shitamachi populaire. C'est intéressant comment une infrastructure technique devient un repère affectif, un symbole. C'est la force de la culture populaire. Et il y a cette anecdote moins glorieuse qui est racontée. Dans les années 80, l'eau de Kanamachi avait la réputation d'être la pire du Japon. Ah bon? J'avais pas vu ça. Si, mais heureusement, ils ont tout modernisé dans les années 90, avec ozone, charbon actif, et l'eau est devenue excellente. Ils l'ont même vendue en bouteille, Tokyo Mizu. Une belle revanche. Ça montre aussi l'évolution des techniques et des préoccupations. Autre transformation majeure, le site actuel du parc Katsushika Nijiku Mirai et du campus de l'Université des sciences de Tokyo. Avant, c'était quoi? Une énorme usine. La Mitsubishi Paper Mill, une papeterie. Ça devait être assez différent comme paysage. Et ils ont gardé une trace de ce passé industriel. Oui, et pas n'importe laquelle. Une énorme cuve sphérique, le Shikugama, qui servait à la fabrication du papier. Elle est là, au milieu du parc, comme une sculpture. C'est bien de garder ce genre de mémoire industrielle. Tout à fait. Ça montre cette capacité de Kanamachi à se réinventer tout en gardant des liens, des traces de son histoire, qu'elles soient industrielles, architecturales ou culturelles. Et ça continue aujourd'hui, le quartier n'est pas figé. Les sources parlent aussi de lieux plus récents, assez sympas. Oui, il y a une vitalité actuelle. Kanamachi attire de nouvelles choses. Comme Bicycle Coffee Tokyo. Un torréfacteur avec un café, mais son truc, c'est qu'il est installé juste au bord des voies ferrées de la ligne Keisei. On boit son café en regardant passer les trains. Ah oui, j'ai vu ça. Une manière originale d'intégrer le paysage urbain, même ses infrastructures. Il y a aussi Kashiya Nooks, une petite pâtisserie qui a l'air très appréciée pour ses gâteaux maison, le genre d'adresse qu'on trouve en se baladant. Ces petits commerces de qualité, souvent un peu cachés, c'est aussi ça qui fait le charme et la vie d'un quartier. Et puis, plus surprenant, une boutique de fringues vintage pointue, Urshin. Apparemment, on y trouve des t-shirts de vieux mangas comme Maison Ikoku, du Kara Art ancien. C'est pas commun dans ce genre de quartier. Ça montre que Kanamachi attire aussi une nouvelle créativité, des initiatives peut-être un peu décalées par rapport au centre habituel. Ces nouveaux lieux s'ajoutent aux anciens, ils ne les remplacent pas forcément. Au final, quand on met tout ça bout à bout, Kanamachi, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. On a l'histoire Edo, le contrôle, la culture shogunale. Et les légendes populaires, comme le Jizo, les rituels qui perdurent. Cette ambiance Showa qui résiste dans les ruelles, les cafés. Les icônes modernes, créées par la culture pop, comme la tour de l'usine d'eau. Et puis ces nouvelles adresses qui montrent que ça bouge encore. C'est vraiment un palimpseste, comme on dit. Les couches d'histoire se superposent, coexistent. C'est un concentré de Tokyo, mais avec une saveur bien à lui. Explorer Kanamachi à travers ses sources, c'est vraiment voir comment une identité locale se tisse entre la grande et la petite histoire, entre tradition et modernité. Et ça pose une question pour l'avenir, non? Avec tous ces nouveaux projets, comme Marquise à la gare, comment ce Kanamachi moderne va-t-il interagir avec tout ce patrimoine historique et culturel qu'on vient de décrire? Est-ce que ça va l'effacer, l'intégrer? Est-ce qu'ils vont juste coexister, dos à dos? C'est la grande question. Est-ce qu'on va voir émerger de nouvelles formes de mélange ou est-ce que les deux mondes vont rester séparés? C'est quelque chose à observer. Une réflexion intéressante à garder en tête si on va se promener là-bas. Observer comment le passé et le présent dialoguent, ou pas. Exactement. Ça donne envie d'aller voir en tout cas. Voilà qui conclut notre exploration des sources sur Kanamachi. Merci de nous avoir suivis.